Bienvenue à ce premier webinaire du COPRAF. Peut-être quelques petits mots, bien que Fédior ait fait beaucoup d'efforts de diffusion et de communication sur COPRAF. Juste pour dire que ce COPRAF a été créé après l'atelier du 26 et du 27 janvier 24 pour répondre à une forte demande qui résulte un peu d'un volontariat de ses militants et de ses membres en vue de la production scientifique pour alimenter la mise en débat de produits liés au foncier. Le COPRAF, donc, c'est une communauté de spécialistes dans l'accompagnement et dans la réalisation quand même de projets fonciers. Et il résulte de constats multiples. Beaucoup d'initiatives et d'efforts consentis par l'État. Il y a de faibles résultats en termes de capitalisation et de bonnes pratiques foncières. L'objectif donc était de faciliter le partage des connaissances, leur vulgarisation et diffusion, ainsi que les savoirs. De partager également des outils et des méthodes, de faciliter la réflexion collective et les enjeux sociaux, et de favoriser la formation continue et le développement. Dans ce sens, il était retenu donc périodiquement de faire des webinaires pour alimenter la communauté, mais également de participer à la production de documents. Et ce présent webinaire entre un peu dans ce sens, parce qu'il devrait pouvoir à terme permettre une documentation par rapport à l'archivage du COPRAF. Je signale donc qu'on aura comme rapporteur Tal, Salif et Baba, et que donc le format qui est proposé, c'est qu'il y ait une présentation de Kader, et que par la suite, que les interventions soient notées, de même que les propositions, et éventuellement même après ce webinaire, les contributions pourraient être recueillies au niveau de Baba pour enrichir le document final qui va être donc publié sur le site du COPRAF. Aujourd'hui, on a choisi un thème qui est lié au pastoralisme, l'élevage de manière générale. L'élevage qui joue un rôle essentiel dans l'économie du Sénégal. C'est un secteur qui contribue de manière significative à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à la génération de revenus pour de nombreuses communautés. La chaîne de valeur de l'élevage compte au moins 7 maillons. Nous allons y revenir plus tard. Notons qu'au niveau du Sénégal, actuellement, la consommation moyenne de viande par habitant sur la période 2017-2021 a été de 18 kg par habitant. Et c'est couvert à 95% par la production locale. S'agissant de la part de l'élevage dans le produit intérieur brut, elle est ressortie à 3,4% en 2019 contre 3,5% en 2018. Donc, il y a une certaine fluctuation. Et en termes nominaux, la valeur ajoutée créée par la branche élevage est établie à 492 milliards en 2019 contre 468 milliards en 2018. L'élevage assure les moyens de subsistance de 30% des ménages en milieu rural. Et si on prend un peu la chaîne des valeurs, je pense qu'on va aller bien au-dessus de ces 30% parce que ça, c'est uniquement par rapport aux gens qui sont au niveau du monde rural et qui s'activent sur l'élevage. Mais si on prend la chaîne depuis les débiteurs, les petits commerçants, les TF1 et toutes les activités qui gravitent autour de l'élevage, jusqu'aux rôtisseurs, jusqu'à la fourchette, on va dépasser largement, à mon avis, les 50%. L'élevage du Sénégal est cependant prédominé par le système pastoral, qui se caractérise par une mobilité pour accéder et valoriser les ressources. La particularité de l'élevage pastoral réside dans le fait qu'il constitue le seul mode de valorisation de vastes zones arides non cultivables. La mobilité des pasteurs n'est pas faite de mouvements anarchiques,
mais elle procède de migration organisée, qu'on appelle transhumance, dans un espace parfaitement appréhendé et qui permet de bonjour, chers camarades. Bonjour, et qui permet donc de valoriser des ressources pastorales diversifiées. Je n'ai pas de retour, je n'entends rien, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de son de votre côté ou bien c'est moi? On vous entend bien, on vous entend bien. Au Sénégal, des efforts certains ont été faits dans le cadre de la politique de sécurisation foncière, mais rarement l'élevage pastoral, du fait de son mode d'exploitation, a été pris en compte, occultant du fait que le statut du foncier impacte directement sur les ressources et les modes d'accès. On peut noter des régimes fonciers marqués par un pluralisme juridique, matérialisé par la coexistence de plusieurs sources de légitimité, l'existence de zones refuges, notamment au niveau des réserves sylvo-pastorales, des forêts classées, etc., agressés et en déliquescence, les gens de Thiès ou les gens de Mbégué ou de Khelkom ne me contrediront pas. Des zones agricoles, que ce soit du côté des zones irriguées, comme au niveau de la vallée, ou bien avec l'avancée du front agricole qui se retrouve maintenant au-delà de Kolda. Il y a également les perturbations et suppressions de sites d'accueil et couloirs de passage liés à l'introduction de nouvelles activités, telles qu'au niveau de la Falémé ou avec l'orpaillage et consorts. C'est tout le terroir pastoral qui était naguère fréquenté qui est en danger. Urbaine également, qui contribue à l'émiettement des zones de pâture. Par exemple, quand on a parlé tout ces derniers temps des problèmes de Thiès par rapport donc au déclassement des forêts, les gens ont pensé davantage aux habitats qu'au pâturage de milliers de bêtes qui étaient dans la zone et qui sont obligés maintenant de transhumer dans d'autres zones. Il y a donc un besoin d'empowerment exprimé par le monde pastoral pour sa sécurité et sa survie qui est en train de se poser. Et donc, pour nous permettre un peu de répondre à toute cette problématique, on a fait appel à Kader Fantangom, qui est un juriste, expert en gouvernance territoriale et foncière, mais dont l'expertise dépasse le cadre national. Nous autres éleveurs voulons en particulier profiter de sa maîtrise des outils locaux de planification spatiale et son expérience tirée entre autres de ses multiples participations à l'élaboration de stratégies et études nationales, telles que le code pastoral ou la réforme foncière au Sénégal. Et comme c'est un bon sérère, les peuples penseront à lui trouver un mouton pour Tabaski sérère, s'il nous aide à trouver en tout cas une réponse par rapport à toutes ces préoccupations foncières qui interpellent donc le monde de l'élevage. Donc, Kader, voilà en gros ce que je voulais dire en introduction. Donc, on va vous laisser faire votre présentation. Merci beaucoup, Atoumane. Merci beaucoup, Atoumane. Et bonjour à tous les coprafiens et sympathisants. Donc, vraiment, c'est avec un très grand plaisir que j'introduis cette thématique sur la sécurisation du foncier pastoral. Je crois que vous avez vu le partage d'écran. Oui. Atoumane? Oui, ça marche, bon, vous avez bien vu. C'est bon, vous pouvez mettre en mode diapo. Atoumane, tu n'as pas un technicien ici, hein? Ah, d'accord, on va se contenter de ce qu'on a. Sinon, je vais voir avec Tal. Il paraît que c'est pas... C'est bien visible. Hein? Non, mais c'est bon, vas-y. Kader, ça va, on arrive à suivre quand même, c'est bon. C'est bien en mode diapo, hein? Non, mais c'est pas grave. Bon, ok. Merci beaucoup, Atoumane. Comme je disais tout de suite, c'est vraiment avec un grand plaisir que j'introduis cette première thématique de réflexion scientifique de la COPRAF. Et aussi dire que ce n'est pas par hasard que
c'est un Sérère qui va parler du pastoralisme, hein, parce que ce n'est pas une propriété exclusive des Alpulaar, les Aziz, les Atoumane, les Baba. Alors, donc, le contexte que nous vivons actuellement au Sénégal nous permet vraiment de réfléchir sur la réalité. C'est pourquoi, dans le cadre de ce webinaire, on va commencer par passer en revue ce contexte général. Atoumane a commencé à en parler. Et aussi entrer dans le cadre juridique relatif au pastoralisme au Sénégal. Et en passant en revue ce cadre juridique, nous avons constaté des points forts et des points faibles. Le dernier et quatrième point de la présentation s'adresse directement à la COPRAF, à notre communauté. Ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire pour améliorer la gouvernance du foncier pastoral au Sénégal. Par rapport au contexte national, et ça c'est un constat que nous faisons chaque jour sur le terrain, c'est le rétrécissement progressif des espaces pastoraux au Sénégal. Dans son introduction préliminaire, Atoumane l'a abordé. Cette forte pression foncière que nous vivons actuellement, le grand perdant, c'est le pastoralisme. Nous constatons une extension des habitations. C'est normal parce qu'il y a également une poussée démographique. Nous constatons un boom infrastructurel du côté de l'État, d'abord. Nous nous sommes rendus compte que depuis les années 2000, l'État met le focus sur le développement infrastructurel. Et toutes ces grosses infrastructures consomment du foncier. C'est des nouvelles autoroutes, nouveaux aéroports, nouveaux ports, des zones économiques spéciales, des pôles urbains. Et toutes ces infrastructures, comme je l'ai dit tantôt, consomment du foncier. Et très souvent, quand on parle des impactés, on pense à ceux qui avaient des maisons, on pense à ceux qui avaient des exploitations agricoles. Vous voyez là également, l'un des grands perdants, c'est l'éleveur pasteur. Et c'est ce qui fait également, du fait justement de cette pression foncière, qu'il y a cette récurrence des conflits. Conflits entre pasteurs et autres usagers du foncier. Les autres usagers du foncier, ça peut être l'État, ça peut être les investisseurs privés, ça peut être les sociétés minières, ça peut être également le foncier à usage d'habitation. Et dans toutes ces compétitions pour l'usage du foncier, comme je l'ai dit tout de suite. S'il vous plaît, les autres, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Une minute. Les autres, est-ce que vous pouvez fermer vos micros pour nous permettre quand même d'avoir une bonne écoute? Merci beaucoup. Donc, voilà un élément contextuel qui fait que nous pouvons dire actuellement au Sénégal que l'éleveur pasteur est le parent pauvre de la gouvernance foncière actuellement au Sénégal. Mais autre constat, c'est l'épuisement des pâturages naturels. J'allais même dire épuisement rapide des pâturages naturels et le tarissement des points d'eau. Et ça, c'est une des conséquences des changements climatiques. Vous pouvez avoir des mares pastorales à la fin de la saison des pluies jusqu'à la prochaine saison des pluies. Ça, vous ne pouvez presque plus l'avoir actuellement au Sénégal. Donc, il y a un tarissement rapide des points d'eau. Il y a un épuisement rapide des pâturages naturels. Alors, comme il y a épuisement rapide des pâturages naturels, on se disait que les pâturages post-récolte peuvent constituer une solution. Et malheureusement, là également, malgré le développement du front agricole, on se rend compte de plus en plus qu'il est excessivement difficile d'accéder aux pâturages post-récolte parce que de plus en plus, ces pâturages post-récolte sont aujourd'hui marqués par une dynamique marchande. Les agriculteurs, de plus en plus, vendent
tous ces produits ou pâturages post-récolte sortis de leur exploitation agricole. Dernier élément phare de contexte, c'est l'adoption pour la première fois au Sénégal d'un code pastoral. Et le contexte est favorable parce que nous avons déjà adopté le code pastoral depuis décembre 2023, mais l'application est en cours, donc c'est encore opportun pour nous de réfléchir et de contribuer à l'élaboration des textes d'application du nouveau code pastoral. Passons maintenant au point fort du cadre juridique par rapport au foncier pastoral. Vous avez bien vu dans la loi 64-46 du 17 juin 1964, en domaine national, en son article 7, on considère qu'il y a 3 modes de mise en valeur: l'habitation, l'élevage et l'agriculture. Donc, l'élevage était bien mentionné dans la loi 64-46 comme forme de mise en valeur. Mais qu'est-ce que nous avons constaté dans les faits? Dans les faits, nous avons constaté que les autorités et même les représentants de l'État, en général, refusaient d'approuver des délibérations portant sur les parcours de bétail. J'ai relu le bulletin bimestriel produit par l'ORFAO, UMOA, en août 2022, qui cite des autorités au Sénégal qui ont refusé d'approuver des délibérations portant sur le parcours de bétail. Pourquoi? Parce qu'il y avait une interprétation entre élevage et pastoralisme. La loi parle d'élevage et non pas de pastoralisme. Automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, OK, donc allons voir quelles sont les définitions données aux notions de pastoralisme et aux notions d'élevage. Qu'est-ce que c'est que l'élevage selon Larousse? Pour Larousse, l'élevage, c'est la production et l'entretien des animaux domestiques. Point. Production et entretien des animaux domestiques. Et qu'est-ce que ça veut dire pastoralisme? Pastoralisme désigne par contre l'élevage nomade ou itinérant. Voilà. C'est pourquoi on a toujours considéré que l'élevage doit se faire en vase clos, production, entretien, sans pour autant tenir compte des autres dimensions de mobilité, de pastoralisme, etc. Cette révolution, ou bien ce changement de paradigme, a été introduit en 2004, c'est-à-dire 40 ans après la loi de 64. C'est 40 ans après que le pastoralisme a été reconnu expressément comme mode de mise en valeur par la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale de 2004, dont l'article 44 dit que le pastoralisme est reconnu comme constituant un mode de mise en valeur de l'espace rural et des ressources naturelles. Ça veut dire que maintenant, le débat est clos. Est-ce que le pastoralisme est une forme de mise en valeur ou pas? Ce débat est maintenant clos depuis 2004. Et cette reconnaissance affichée dans la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale a été reprise par le nouveau code pastoral qui a été adopté au Sénégal. Autre point fort de notre cadre juridique pastoral, c'est que les règles qu'il faut prendre pour gérer le pastoralisme au Sénégal, les compétences les plus importantes sont données aux collectivités territoriales. Et ça, c'est une force. Le fait qu'il y ait une gestion de proximité de ces ressources pastorales est une force de notre cadre juridique. En effet, la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales donne compétence aux communes pour créer des chemins, des pistes de bétail, pour délimiter ces chemins et pistes de bétail, pour matérialiser ces chemins et pistes de bétail. Cette loi donne toujours compétence aux collectivités territoriales pour définir les modalités d'accès à tous les points d'eau, et y compris donc les points d'eau pastoraux. Il appartient également aux collectivités territoriales de préciser sur le périmètre communal
toutes les servitudes de passage pour ne pas obstruer la traversée de la collectivité par le bétail. Il faut préciser aussi qu'il appartient aux collectivités de définir toutes les règles de transit de leur commune par les mouvements de transhumance. Et là, je voudrais préciser également, ou même certains maires dire à des transhumants que vous n'avez pas le droit de traverser ma commune. La loi ne leur donne pas ce pouvoir. La loi leur donne le pouvoir d'organiser les conditions de transit, mais vous n'avez pas le droit d'interdire la traversée de votre collectivité territoriale. Toujours, cette loi portant code général permet aux collectivités territoriales d'organiser l'exploitation de tout ce qui est produits végétaux dans la commune. Et ensuite, cette possibilité de prononcer des affectations et des affectations des terres du domaine national. Donc, vous voyez, la collectivité territoriale est compétente sur toutes les ressources pastorales. Parce que quand on parle de ressources pastorales, on pense à la terre, on pense à l'eau, on pense aux végétaux. Et dans cet article 81 de la loi 2013-10, nous voyons ces trois dimensions. Terre, c'est la commune qui est compétente pour affecter et désaffecter. Eau, c'est la commune qui est compétente pour déterminer les conditions d'utilisation des points d'eau. Végétaux, c'est la commune qui est compétente pour organiser l'exploitation des produits végétaux. Ça veut dire que la commune au Sénégal joue un rôle fondamental en matière de foncier pastoral. Continuons dans cette dynamique. L'une des compétences transférées les plus importantes actuellement pour un aménagement pastoral, c'est la compétence aménagement du territoire. C'est avec cette compétence que la commune peut aujourd'hui élaborer un schéma communal d'aménagement du territoire. Et le schéma communal d'aménagement du territoire précise non seulement les conditions d'exploitation des ressources pastorales, mais également le zonage, comme le faisait le plan d'occupation et d'affectation des sols avant le schéma communal. Et à côté du schéma communal, arrêtons-nous un peu sur le schéma départemental. Parce que les chemins de bétail, en fait, c'est des chemins qui n'obéissent pas forcément à un découpage administratif communal. Ça peut traverser une commune et ça doit traverser une commune. C'est pourquoi également il est important de parler du schéma départemental d'aménagement du territoire pour respecter et prendre en compte justement cette dimension du continuum des pistes de bétail et couloirs de transhumance. Toujours dans le cadre de ces points forts, les espaces pastoraux sont sécurisés. L'une des innovations du Code pastoral, en son article 15, c'est désormais les pistes de bétail devront être versées dans le domaine public de l'État ou le domaine public des collectivités territoriales. Qu'est-ce que ça veut dire, ce changement de paradigme? Parce qu'actuellement, les chemins et pistes que nous avons relèvent du domaine national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, la commune peut prendre une délibération affectant une partie de ces pistes à une personne pour exploitation agricole. La commune peut demain donner une partie de ces pistes relevant du domaine national à une personne pour usage d'habitation. Désormais, avec le code, ce n'est plus possible parce que les pistes de bétail ont changé de régime juridique. Ces pistes vont sortir du domaine national et être classées dans le domaine public de l'État ou le domaine public des collectivités territoriales. Et si on parle de domaine public, ça veut dire que la commune n'a plus la possibilité de prononcer une délibération sur le domaine public parce que le domaine public va obéir à ses principes de base: insaisissabilité, imprescriptibilité. Donc, désormais, l'objectif du code pastoral, c'est de sécuriser davantage les pistes de bétail en changeant le régime juridique. Autre protection de ces espaces pastoraux, c'est
la prévision de rayons de sécurité autour des infrastructures à vocation pastorale. C'est vrai, ce n'est pas une innovation parce que c'était déjà institué depuis 1980 avec le décret sur les parcours de bétail, mais c'est repris dans le nouveau code pastoral en son article 39. C'est-à-dire que tout autour des infrastructures à vocation pastorale, au moins 100 mètres de rayon, tout autour, que ce soit des marchés à bétail, que ce soit des aires d'abattage, que ce soit des parcs de vaccination ou tout autre point de rassemblement du bétail, il est interdit tout autour de ces infrastructures d'y mener des activités agricoles ou des activités à usage d'habitation. Ça veut dire que c'est des espaces qu'on doit sécuriser et laisser exclusivement à la disposition du bétail. Le code pastoral qui protège les espaces pastoraux. Il y a également le code forestier. Le domaine forestier au Sénégal est en même temps une zone de pâturage. Et ça, c'est prévu dans le code forestier sénégalais. Dans le code forestier, il est dit que nous soyons dans des forêts communales ou dans des forêts gérées par le service des eaux et forêts, le droit d'usage des éleveurs pasteurs est assuré en termes de parcours de bétail, en termes d'émondage d'espèces fourragères. C'est vrai, il y a deux exceptions. Ces droits d'usage forestiers sont interdits dans les parcs nationaux, dans les zones de restauration. Et même dans les forêts où ces droits sont reconnus, il est donné pouvoir au président du conseil départemental ou bien au service des eaux et forêts de réguler, de dire que de telle période à telle période, il faut diminuer la pression sur la forêt ou bien de telle période à telle période, on suspend les droits pastoraux dans les forêts, etc., etc. Et ça, c'est dans une dynamique de restauration de ces ressources pastorales. Mais le principe de base, c'est quoi? Le principe de base, c'est que le domaine forestier constitue en même temps des zones de pâturage au Sénégal. Et ça, c'est prévu aussi bien par le code forestier que par le code pastoral. Restons dans le code forestier. Dès l'instant que le domaine forestier est en même temps une zone de pâturage, mais le code prévoit également des dispositions qui vont dans le sens de préserver ces zones de pâturage. Le déclassement forestier, il est prévu, mais le code dit quand il y a des classements forestiers, il faut obligatoirement un classement compensatoire, surtout si le domaine forestier de l'État est inférieur à 20% de la superficie au niveau d'un département. Si vous êtes dans un département où il y a moins de 20% de domaines forestiers classés, si vous déclassez, il faut obligatoirement un classement compensatoire. Et ce taux de 20% va jusqu'à 50% si on est en zone sylvopastorale. Retournons au code pastoral pour dire que le pastoralisme, ce n'est pas uniquement en zone rurale. Le nouveau code dit, en son article 12 et son article 44, que même en zone urbaine, quand on doit élaborer un document, un plan d'urbanisme, il faut obligatoirement prévoir les pistes de transhumance, les couloirs de passage. Donc, les pistes de transhumance, les couloirs de passage, ce n'est pas une affaire de la ruralité, ça concerne aussi bien la zone rurale que la zone urbaine. Le code va plus loin pour dire que même au niveau national, tout plan d'action au niveau national, si dans ce plan d'action, on fait référence à des activités économiques dans l'espace agropastoral, il faut obligatoirement que ce plan prenne en charge les pastoraux, la délimitation de ces aménagements, les couloirs de passage, etc. Ce al-couloir-là, il faut qu'il laisse le CRR terminer. Hein. Oui, tout à fait. Alors, autre chose aussi qu'il est important de préciser, que je considère vraiment comme une révolution dans le nouveau code pastoral. Le nouveau code pastoral a fait appel à des pratiques coutumières,
a des valeurs coutumières dans la régulation des conflits, dans la prévention des conflits. Et moi, personnellement, c'est la première fois que je vois un code qui fait expressément référence à des autorités coutumières jusqu'à leur donner des pouvoirs. Et ça fait partie vraiment des innovations de ce code, qui valorise non seulement des approches participatives, mais également qui met en exergue les notabilités coutumières. Et dans beaucoup d'articles de ce code, on fait appel aux autorités coutumières, aux notables, etc., etc. Le premier cas qu'on peut citer, c'est que le code dit désormais les organisations de pasteurs, les producteurs, la société civile et les autorités coutumières apportent leur concours aux actions d'identification, de préservation et de gestion des espaces pastoraux des points. C'est la compétence de la collectivité territoriale. Le code dit la commune, pour gérer ses compétences, identification, préservation des espaces pastoraux, doivent désormais impliquer les autorités coutumières. Le code dit également que les autorités coutumières contribuent au niveau national comme au niveau local à toutes les actions de prévention et de résolution des conflits liés aux activités pastorales. C'est-à-dire que les autorités coutumières également ont désormais un pouvoir juridique de contribution à la prévention et à la résolution des conflits. L'article 74 du Code dit également que les conflits peuvent être réglés à l'amiable. C'est-à-dire que si demain on a un conflit entre agriculteurs et éleveurs, la saisine des juridictions, la saisine de la gendarmerie ne doit plus être le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est de tenter de résoudre le problème au niveau local à l'amiable avec les autorités coutumières au niveau local. Et une des revendications, j'allais même dire une des vieilles revendications des éleveurs pasteurs, qui est également prise en charge par le nouveau code, c'est ce qu'on appelle le parrainage ou le principe de solidarité entre éleveurs et pasteurs. Désormais, s'il y a un animal errant, au lieu de l'amener directement à la fourrière, le code dit que le chef de village ou un notable peut désigner un éleveur parrain à qui on va confier l'animal en attendant de trouver son propriétaire. Ça, c'est important parce que dans le passé, on ne pouvait appliquer que le décret 86 sur la mise en fourrière. Et le décret 86 sur la mise en fourrière est très clair. Si vous attrapez un animal errant, on l'amène directement à la fourrière. Et si vous l'amenez directement à la fourrière, on donne un délai de 8 jours au propriétaire, à raison de 2000 par tête et par jour. Au bout de 8 jours, si on ne retrouve pas le propriétaire, la commune est en droit de procéder à la vente aux enchères. Le code dit maintenant que le fait d'envoyer à la fourrière n'est plus systématique. Maintenant, si c'est un animal errant, on peut trouver au niveau du village un parrain à qui on va confier l'animal en attendant de trouver le propriétaire. Vous voyez là également que les autorités coutumières sont mises en exergue. Mais autre chose aussi, c'est quand il y a des dommages causés, soit par les animaux ou des dommages causés sur les animaux, dans le passé, c'était systématiquement un agent assermenté de l'État qui faisait l'évaluation des dommages. Le nouveau code dit non. Désormais, pour évaluer ces dommages, on va mettre en place une commission au niveau local. Et dans cette commission, il y aura naturellement les autorités coutumières. Donc, vous voyez un peu cette dimension de valorisation des approches participatives et d'une meilleure implication des notabilités traditionnelles dans la prévention des conflits ou bien la résolution des conflits impliquant les éleveurs. Mais autre aspect important qui constitue pour moi également une rupture définitive,
c'est la reconnaissance explicite des conventions locales de gestion pastorale, le plan d'occupation et d'affectation des sols, l'unité pastorale. Parce que quand on parle de plan d'occupation et d'affectation des sols, unité pastorale, vous, experts qui avez accompagné les communes pour la mise en place de ces outils de planification, vous savez très bien que dans toute la démarche, vous vous appuyez sur des arrangements locaux, sur les arrangements coutumiers. Donc, c'est valorisé au niveau du code. La révolution de ce code par rapport à ça, c'est qu'il y a un débat également qui est définitivement clos. Dans le passé, on entendait souvent dire, oui, le plan d'occupation et d'affectation des sols n'a pas de base juridique. Parce que le Code général des collectivités territoriales, en son article 81, parle de plan général d'occupation des sols. Aujourd'hui, ce débat est derrière nous. Le Code pastoral, en son article 33, reconnaît explicitement le plan d'occupation et d'affectation des sols comme convention locale pouvant être mise en place dans les collectivités territoriales. Toujours dans cette valorisation des approches, il y a les droits d'usage qui doivent être compatibles avec les coutumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on accompagne les éleveurs pasteurs, soit dans une dynamique de mise en place des unités pastorales, soit dans un processus d'élaboration des plans d'occupation et d'affectation des sols, ce qu'on faisait d'ailleurs dans ce que le Code vient faire, c'est que tous ces outils doivent être essentiellement basés sur les pratiques locales, sur les coutumes locales, etc., etc. Naturellement, c'est des documents qui doivent être approuvés par le représentant de l'État. Donc, ces pratiques locales, ces coutumes ne doivent pas être en contradiction avec notre cadre juridique. Terminons cette partie avec les cadres de concertation qui doivent désormais être institutionnalisés au niveau local pour la prévention des conflits, pour une bonne intégration entre l'agriculture et l'élevage. Et quand on parle de cadre de concertation, donc naturellement, les acteurs du pastoralisme seront membres, les autorités coutumières seront membres, parce qu'au-delà de la prévention des conflits, ces cadres de concertation vont également réfléchir et proposer des modalités pour la fermeture et la libération des champs avec la veine pâture. Autre avantage de ce code, c'est de faciliter l'accès à la justice et à la réparation aux organisations d'éleveurs. Les organisations d'éleveurs, désormais au Sénégal, peuvent rester en justice en cas de préjudice. Ça veut dire? Ça veut dire que si un éleveur est victime soit d'un rétrécissement des pistes de bétail, d'un rétrécissement des zones de sécurité tout autour des infrastructures pastorales, l'organisation faîtière peut porter plainte. Ça, c'est également excessivement important, à mon avis. C'est-à-dire que l'organisation faîtière d'éleveurs a désormais la compétence également pour attaquer une délibération prise par une collectivité territoriale si cette délibération viole les droits pastoraux. Autre point important qu'on pourrait citer comme innovation dans le cadre de ce nouveau code pastoral au Sénégal, c'est la création d'un fonds d'appui et d'aménagement pastoral. Je disais au départ qu'actuellement, un comité est mis en place au niveau du ministère de l'élevage pour réfléchir sur les textes d'application du code pastoral. Et dans cette réflexion, justement, on va également aborder comment utiliser ce fonds d'appui et d'aménagement pastoral en détail. Mais le code
dit justement comme grande orientation que le financement, que le fonds peut servir pour financer des aménagements pastoraux. Le fonds peut servir pour soutenir des efforts d'aménagement qui sont initiés soit par les collectivités territoriales, soit par les organisations d'éleveurs. Ce financement peut également financer, ce fonds peut également financer des activités relatives à l'information, à la sensibilisation et même au renforcement de capacités. Ça veut dire que demain, COPRAF peut organiser une activité allant dans le sens de la sensibilisation et de la vulgarisation du code pastoral et bénéficier justement de l'appui financier à partir de ce fonds d'appui et d'aménagement pastoral. Le fonds également, parce que le fonds prévoit que désormais les autorités doivent aménager le long des pistes et couloirs de passage, des aires de pâturage, des points d'abreuvement, des aires de repos, des aires de campement. Mais une collectivité qui n'a pas assez de moyens pour financer de telles infrastructures peut également faire appel à ce fonds d'appui et d'aménagement pastoral. C'est vrai, le code reconnaît des droits aux pasteurs, mais également il y a des obligations qui pèsent sur les éleveurs pasteurs. Les éleveurs pasteurs ont l'obligation de veiller au respect de l'environnement. Ils ont l'obligation également de veiller à la gestion rationnelle des ressources naturelles. Ils ont l'obligation également de veiller aux exigences de la paix sociale. Et également et naturellement au respect des droits des autres usagers de l'espace, parce que, comme on l'a dit au départ, on est actuellement dans un contexte de compétition par rapport à l'utilisation de l'espace. Alors, l'éleveur également doit respecter et tenir compte des droits des autres usagers de l'espace. Il doit également apporter son concours en mettant en place un système de veille et d'alerte, surtout en matière de lutte contre les feux de brousse. Dernier point fort comme avantage, c'est le système de réparation des préjudices subis. Les éleveurs pasteurs ne peuvent être privés de la jouissance de leurs droits protégés, notamment leur accessibilité à une voie publique, que pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. L'article 15 du Code pastoral est révolutionnaire. Parce que ce passage, une cause d'utilité et moyennant une juste et préalable indemnisation, c'est un passage qu'on a tiré de la Constitution du Sénégal. Et ce passage qui est dans la Constitution ne concerne que les terres où vous avez un droit de propriété. Et là, on n'a pas un droit de propriété, on est dans des droits d'usage, mais on permet désormais à l'éleveur. Si on vous empêche, si on obstrue un passage, une piste, il faut obligatoirement que cette cause de cette obstruction soit une cause d'utilité publique. Et en plus, les éleveurs auront droit à une indemnisation. En matière minière, ce système d'indemnisation également est prévu. S'il s'agit d'une société minière qui occupe un terrain qui couvre en partie un itinéraire pour la transhumance, l'occupant est soumis à l'obligation de respecter la servitude légale d'utilité publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une société minière bénéficie d'une assiette foncière et à l'intérieur de cette assiette foncière, il y avait des pistes de bétail, vous avez une obligation de préserver les pistes de bétail pour assurer le passage du bétail dans votre zone d'exploitation ou de recherche minière. Toujours par rapport à l'exploitation minière. En cas d'exploitation minière, les impactés ont droit à une juste indemnisation pour tout préjudice matériel causé. Le montant de l'indemnité à verser est déterminé selon la législation en vigueur et les conventions internationales. Voilà une autre innovation. Au Sénégal, le système d'indemnisation par rapport aux terres du domaine national
se base essentiellement sur le décret 64-573. Et ce décret 64-573 dit que ce qui est indemnisé, ce sont les constructions, les aménagements, les plantations sur l'assiette foncière. Mais l'assiette foncière elle-même n'est pas indemnisée. C'est ça le droit sénégalais en matière d'indemnisation sur les terres du domaine national. L'innovation introduite par l'article 93 du Code minier au Sénégal, c'est qu'au-delà de ce cadre juridique national, on parle d'indemnisation par rapport aux conventions internationales. Si vous prenez la plus connue, par rapport à celle de la Banque mondiale, elle vous dit, quel que soit votre statut juridique, quelle que soit la nature juridique de l'assiette foncière, dès l'instant que vous êtes impacté, vous avez droit à une indemnisation. Et ça, c'est une avancée de taille par rapport sur le système d'indemnisation. Autre acquis par rapport aux zones minières, c'est que si on vous donne une autorisation d'exploitation en zone minière, ou bien même exploitation de carrière, à la fin de l'exploitation, vous avez une obligation de réhabiliter les sites. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages, parce qu'on reste les trous sans réhabiliter. Et il y a des risques, non seulement pour le bétail, mais même pour les personnes. On termine par les sanctions qui sont prévues. Les sanctions pénales, parce que c'est vrai, on a prévu des droits, mais également en cas de violation de ces droits, il y a des sanctions qui sont prévues. La sanction qui est prévue, surtout par l'article 77, c'est entre 1 jour et 1 mois d'emprisonnement et une amende de 20 000 à 200 000, ou l'une de ces deux peines contre quiconque qui aura occupé et entravé une piste pastorale ou empiété sur leur emprise. C'est-à-dire que si vous occupez désormais une piste pastorale, ou bien vous grignotez sur l'emprise de la piste pastorale, voilà la sanction pénale qui vous attend. Si vous exploitez des ressources pastorales, contrairement aux règles et pratiques consacrées par l'autorité compétente, et quand on parle de pratiques et règles consacrées, c'est par exemple, prenons l'exemple le plus connu, c'est le plan d'occupation et d'affectation des sols. Dès l'instant qu'il est adopté, approuvé par les autorités compétentes, si vous violez ces dispositions, voilà la sanction qui vous attend. Donc, quiconque aura exploité des ressources pastorales contrairement aux règles et pratiques consacrées par l'autorité compétente, c'est la sanction qui peut aller jusqu'à 1 mois d'emprisonnement. C'est la même chose pour celui qui pollue des ressources pastorales. C'est la même chose aussi pour l'éleveur qui déplace ses animaux en dehors des pistes pastorales. Lui aussi, il sera sanctionné par la même sanction. C'est la même chose aussi si au niveau local, avec les autorités coutumières, administratives, municipales, on s'accorde pour arrêter la période de veine pâture. Si vous ne respectez pas ces périodes, voilà également la sanction qui vous attend. Alors, bon, je crois que il y a également des sanctions qui sont anciennes, qui sont dans le code pénal. C'est un agriculteur qui met des appâts empoisonnés tout autour de la clôture de son champ pour empêcher l'accès du bétail. Là, la sanction peut aller jusqu'à 5 ans. Rapidement, avant de terminer, abordons les points faibles. Le premier constat que j'ai fait, c'est par rapport à l'article 35 du Code pénal. Parce qu'avec l'article 35 du Code pastoral, avec l'article 35 du Code pastoral, c'est comme si on s'achemine vers la disparition légalisée de la veine pâture. Que dit l'article 35? Après l'enlèvement des récoltes, la veine pâture autorise l'éleveur pasteur à faire paître son bétail dans les champs non clos d'autrui, sauf son opposition. C'est pourquoi j'ai mis en gras, sauf son opposition. Ça veut dire que l'article 35 permet à tout agriculteur de dire, vous avez décidé d'ouvrir les champs pour l'accès du bétail au pâturage post-récolte à partir de telle date,
mais moi, propriétaire de ce champ X, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas qu'on accède à mon champ. C'est ça que veut dire l'article 35. Deuxième point faible que j'ai constaté, c'est qu'on a parlé tout de suite de sanctions pénales. Mais ces sanctions pénales ne concernent ni l'État, ni les collectivités territoriales, ni les établissements publics. Que dit l'article 79 du Code pastoral? L'article dit qu'il est établi une irresponsabilité pénale de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des agences d'exécution et structures assimilées. Seules les personnes morales autres que celles-ci sont pénalement responsables des infractions prévues. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que si c'est la commune qui viole ces dispositions, si c'est la commune qui viole l'emprise des pistes de bétail, vous ne pouvez pas poursuivre pour engager les responsabilités pénales. Ce que vous pouvez faire, c'est de les poursuivre par la voie administrative, avec notamment le recours pour excès de pouvoir et annulation de la délibération. Autre point faible, c'est par rapport à la création de ranch. C'est un point fort, c'est un point faible. Le point fort, c'est que désormais, on peut créer des ranchs un peu partout au Sénégal. Mais le point faible, c'est les conditions de création de ranch. Que dit l'article 72? L'article 72 dit qu'un ranch, c'est une étendue de terre dans une région de faible densité démographique pour la mise en valeur de grandes prairies naturelles améliorées ou non par un élevage extensif, contrôlé et rationalisé. J'ai mis en gras une région de faible densité démographique. Pourquoi la création de ranch? Je considère ça comme un point faible. Parce que si c'est uniquement dans les régions de faible densité démographique où on peut mettre en place un ranch, ça veut dire qu'actuellement au Sénégal, les régions où l'éleveur a beaucoup plus de problèmes en matière d'espace pastoraux, on ne peut pas mettre de ranch dans ces régions. Je donne juste l'exemple de Dakar, Thiès, Diourbel, les trois régions les plus peuplées du Sénégal. Parce que quand on prend ces trois régions, Dakar, Thiès, Diourbel, on est déjà à 47% de la population nationale du Sénégal. Ça veut dire que dans ces trois régions, on ne peut pas créer de ranch. Parce que dans ces trois régions, la densité démographique n'est pas faible. Alors que c'est dans ces trois régions où on a besoin de ranch. C'est dans ces trois régions où le pastoralisme est fortement menacé. Et pour rappel, si vous vous souvenez du schéma directeur de Dakar-Thiès-Mbour, publié en 2015 par l'ANSD, ce document parlait déjà pour Dakar-Thiès-Mbour non plus de pastoralisme, mais de l'élevage en espace clos. Donc, c'est ces zones qui ont besoin d'espaces pastoraux. Et malheureusement, avec cette condition de création de ranch, on ne peut pas créer de ranch dans cette zone parce que ce n'est pas une zone de faible densité démographique. Le dernier point faible, et ça c'est un risque, et Copraf a du pain sur la planche. Le dernier point faible, c'est le risque d'ineffectivité de ces avancées théoriques. C'est des avancées théoriques dans le code pastoral. Mais il faut traduire en actes concrets ces dispositions juridiques. Et là, je crois que Copraf également a son mot à dire et on termine cette présentation par cette partie sur les défis et recommandations en direction de la Copraf. Première recommandation en direction de la Copraf, c'est de contribuer à la vulgarisation et à la diffusion de la réglementation pastorale. Nous avons cette mission de vulgariser, de diffuser la réglementation pastorale. Et si on le fait, on s'inscrit dans cette dynamique de mise en valeur rationnelle des ressources naturelles, mais également on s'inscrit dans une dynamique de prévention des conflits qui sont maintenant récurrents entre différents usagers du foncier, y compris
y compris les éleveurs. Deuxième recommandation en direction de COPRAF, c'est de contribuer au renforcement des capacités des éleveurs pasteurs et des pouvoirs publics territoriaux, parce que nous avons un nouveau cadrage juridique. Je ne parle même pas des éleveurs pasteurs, mais les autorités administratives, les représentants de l'État, les autorités municipales ont besoin de connaître ce code pastoral, ont besoin également de l'expertise qui est actuellement au sein de COPRAF, ont besoin de cette ingénierie sociale au sein de COPRAF pour accompagner ce processus de mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique. COPRAF également doit contribuer à la réflexion pour l'amélioration du cadre juridique et opérationnel du pastoralisme. C'est vrai, nous avons des avancées, mais il y a également des points faibles. Il y a également des pistes à explorer. Et donc, nous devons nous engager dans cette réflexion, l'amélioration du processus de sécurisation du foncier pastoral en général et la production scientifique sur cette thématique. La dernière recommandation pour COPRAF, c'est de nouer des partenariats stratégiques en matière de foncier pastoral avec les organisations faîtières, avec les autres organisations qui s'investissent en matière de sécurisation pastorale. Voilà, mesdames, messieurs, c'était un peu long, mais c'est l'actualité qui commande ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup, Kader. Je pense qu'en présentiel, on t'aurait nourri d'applaudissements. Mais tu comprendras qu'il y a quand même l'éclat parce que vous avez fait un exposé extrêmement important et avec des éléments clés sur lesquels il y a encore matière à réflexion. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont ressortis, notamment par rapport à ce code pastoral. Mais ce code pastoral en lui-même, effectivement, pose beaucoup de problèmes, comme vous avez eu à le souligner, notamment par rapport à ce qui concerne l'implication des éleveurs, ce qui concerne les indemnisations, qui va s'occuper de ces indemnisations par rapport à la mise en place un peu du décret d'application et par rapport même au suivi et des applications de ce code pastoral. Je pense qu'il y a des éléments, beaucoup de matière à réflexion. Et peut-être qu'il faudrait même élargir au niveau sous-régional, parce que aussi le Sénégal est lié par rapport à des conventions et des protocoles avec nos pays voisins et on est confronté à la transhumance transfrontalière qui a également ses règles. Je pense que le temps est vraiment très court par rapport à tout ce que les gens voudraient dire par rapport à cet important exposé. Il y a déjà un certain nombre de mecs qui se sont levés. Il y a Patrick, ensuite il y a Salif, il y a Mamoudja, donc on va suivre dans l'autre. Patrick, allez-y. Oui, comme le temps est très court, je vais essayer d'être très court. Donc d'abord, effectivement, grande félicitations à ceux qui ont participé à l'élaboration de ce code, hein, parce que même si on voit quelques faiblesses, il y a d'énormes progrès et des choses très, 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 très importantes, comme a dit Kader, qui ont été faites. Donc voilà, je ne sais pas qui c'est qui a vraiment tous qui ont participé, mais vraiment, c'est un très gros progrès important. Alors moi, j'ai des questions à Kader sur, voilà, sa dernière ligne, effectivement, sur l'effectivité et l'applicabilité. OK, au niveau du COPRAF, on peut sensibiliser, on peut participer, mais il y a des questions de fond sur l'applicabilité. La première, c'est les pistes. OK, les pistes, elles sont classées. Mais comment va-t-on répertorier et identifier les pistes qui seront reconnues comme classées au niveau pratique? Est-ce que ça va être par défaut les pistes présentes dans tous les plans d'occupation des sols et des schémas d'aménagement? Ou bien il va falloir qu'une équipe officielle identifie et répertorie les pistes qui seront après classées dans le domaine de l'État? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est le code, il est bien, mais il y a d'autres codes. Et j'imagine que quelqu'un comme Kader a repéré les contradictions qu'il peut y avoir entre ce code et d'autres codes, le code forestier ou autre.
qui fait que sur le terrain, lorsqu'on voudrait appliquer les recommandations du code, des autorités puissent nous dire ben non, c'est en contradiction avec tel autre code, en particulier forestier. Voilà. Le troisième point, rapidement, c'est pour moi, ça c'est un point de vue personnel, le pilier de l'application de ce code, c'est les autorités administratives territoriales. OK, il faut que les éleveurs soient informés, mais il faut arriver à trouver une politique, parce que c'est au niveau national, ça c'est pas que dans des projets pas seulement d'information des administrations, mais aussi de la sensibilisation à l'intérêt de faire respecter ce code, parce qu'elles peuvent être très bien informées et ne pas aider au respect. Voilà. Et un dernier point, c'est un enjeu qui peut être pour la COPRAF, et pas que pour la COPRAF, c'est sûrement pour le public. Il y a beaucoup de projets, et les gens de la COPRAF, les experts de la COPRAF en particulier, participent à plusieurs projets différents. Et si on veut arriver à avoir une force de frappe, je dirais, qui arrive jusqu'au terrain, il faudrait s'occuper à essayer d'organiser une transversalité entre tous ces projets. Alors la COPRAF est un exemple de transversalité dans le dialogue, mais là, dans l'opérationnel. Ça serait bien qu'on essaie de trouver un moyen que tous les projets intervenant de près ou de loin sur un lien entre le code pastoral puissent avoir, je ne sais pas moi, un cadre commun ou de façon à... C'est un enjeu énorme d'application du code. Voilà, merci. Merci Patrick. Salif, je signale que tout à l'heure, il m'a semblé entrevoir parmi les 56 présents, un certain Ismaël Sow. Si c'est le président de la CNMDE, on lui donnera la parole d'office. Et donc, la parole est à Salif et ensuite à Bagal. Salif, ton micro. Voilà, donc, merci beaucoup, Doyen. Je voudrais d'abord commencer par féliciter notre ami Kader pour son exposé très riche d'informations et qui nous montre quand même toutes les grandes innovations en matière pastorale et les grandes ruptures qui restent maintenant à appliquer dans le cadre des décrets d'application. Voilà. Moi, je voudrais juste poser une question concernant les autorités coutumières. Et à ce niveau, je voudrais savoir comment est-ce que, dans un premier temps, on a essayé de les déterminer. Parce que même si au niveau local, village, il est facile de les situer, de déterminer les autorités coutumières, parfois en milieu urbain, le problème peut se poser, à moins qu'on puisse les confondre avec les délégués de quartier. Donc, vraiment, c'est sur cet élément que je voudrais que Kader revienne pour nous parler. Est-ce qu'il y a vraiment des critères prévus pour qu'on sache qui est autorité coutumière et qui ne l'est pas? D'autant plus que il y a des considérations sociologiques qui doivent être prises en compte, surtout dans certaines zones. Je vous remercie et je vous félicite. Merci Salif. Bagal avait soulevé la main, il l'a enlevé. Je ne sais pas si il a renoncé ou bien est-ce qu'il maintient toujours sa demande de parole. Bagal, qui se cache derrière le nom de Bagal d'ailleurs? De Orfao. Ibrahim Ka. Oui. Ibrahim Ka, merci beaucoup, Ibrahim. Oui, moi, souvent, je mets Bagal. Je sais pas si c'est... C'est vrai que je n'avais pas prévu de parler, hein, mais peut-être que c'est une erreur de manipulation. Certainement, ma main s'est levée, mais bon. Je pense aussi, nous, au niveau de la commission de l'UOMOA, on essaie d'avoir une vue plongeante sur tout ce qui se passe dans notre espace relativement un peu à cette question foncière dans le cadre de ce que nous sommes en train de dérouler comme initiative, l'Observatoire régional du foncier rural en Afrique de l'Ouest. Donc, dans le cadre de cet observatoire, nous avons
site internet et on essaie d'en faire un centre de ressources sur le foncier. C'est un site où on essaie de mettre à disposition l'ensemble des textes sur le foncier et pour tous les États membres. Je vous invite peut-être à visiter le site internet et de voir ce que nous avons mis comme information, jusqu'où ça peut vous être utile, je pense, dans vos recherches, dans vos activités quotidiennes. Mais également, si vous avez de la ressource documentaire que vous jugez pertinente, de bien vouloir la mettre à notre disposition. Et voilà, on prendra le plaisir de l'afficher comme tel. On a aussi un bulletin thématique que nous produisons. Et dans le cadre de ce bulletin, évidemment, dans le cadre plutôt de ces bulletins, nous avons adressé la question du pastoralisme dans la région, mais dans une perspective un peu régionale, sous-régionale. Évidemment, c'était l'année dernière. En ce moment-là, on annonçait plutôt le code qui allait être voté bientôt pour le cadre du Sénégal. Je pense que c'est ça qui a été fait, même si le processus n'est pas complet, comme l'a dit Kader. Après le code, évidemment, il y a les textes d'application qui sont attendus. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un pas de géant. C'est un pas de géant qui vient d'être franchi parce que tous les États membres de l'Union, je pense à l'exception peut-être de la Guinée-Bissau, disposaient de codes. Et le Sénégal, disons, était derrière, un peu dans le peloton de derrière. Et je pense que c'est ça, à vrai dire, c'est qui vient d'être corrigé avec l'avènement de ce code. Beaucoup de questions, évidemment, dans le contenu. Moi, j'avoue que je n'ai pas encore le code à ma disposition, mais la lecture que Kader vient d'en faire, c'est évidemment une lecture extrêmement importante sur qu'est-ce qui ressort en termes de force et de faiblesse, mais également qu'est-ce qu'on peut retenir comme élément en lien avec cette question de la sécurisation foncière. Peut-être que, juste dire que cette année, les thématiques que nous avons prévu d'adresser dans le cadre du bulletin, c'est les conventions locales, l'utilisation de la terre comme garantie et les politiques foncières. Et peut-être que c'est une demande que je ferai à Kader de voir s'il y a moyen de valoriser un peu cette présentation en l'accrochant sur la thématique convention locale, comme ce qu'il vient de dire. Évidemment, les PAES, jusqu'où on en parlait, mais il n'y avait pas d'ancrage juridique, quelque chose qui vient d'être réglé une bonne fois pour toutes. Le fait de dire que voilà, on a maintenant une base juridique pour les PAES dans le code pastoral. Donc moi, je vois peut-être cette proposition-là que je ferai à Kader, sur laquelle nous pourrons travailler, comment à partir de cette présentation, faire 2, 3, 4 pages qui pourraient peut-être revenir sur tout ce processus et une contribution qui pourra être valorisée dans le cadre du bulletin qui va porter sur les conventions locales. Tout à l'heure, j'ai partagé le lien du bulletin qui porte sur le pastoralisme. Il y a 3 autres bulletins sur les droits fonciers des femmes, sur les observatoires et aussi voilà, sur les données. Cette année, plutôt, il y a 3 autres bulletins qui vont être publiés dans très bientôt, peut-être dans la semaine prochaine même, sur les marchés fonciers, sur les données et sur le foncier irrigué. Donc, nous repérons des champs d'observation, sinon des thématiques, et nous essayons de les approfondir dans une perspective régionale avec des contributions qui nous viennent des différents pays, mais également un effort de rédaction, de rédaction, oui, mais également de capitalisation que nous menons derrière aussi. Voilà, je n'avais pas prévu certainement de prendre la parole, mais bon. Merci beaucoup, Ibrahima. Voilà, juste les éléments que je voulais partager. Je pense qu'on prendra bonne note. D'accord. Donc, merci beaucoup, Ibrahima. On prend bonne note de vos propositions et je pense que aussi bien Kader que derrière le staff des COPRAF va saisir pour voir un peu les actes de coopération. Maintenant, on est à
midi, on est à midi 26. Je vois au moins 7 autres mains. Et il était prévu d'arrêter à 12h30. Je ne sais pas, est-ce que des dispositions ont été prises pour permettre de pouvoir continuer après? Et on a commencé très tardivement. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Je pense que si les serveurs ne sont pas épuisés et affamés, on peut continuer. Très bien. Je craignais un peu la rupture de la ligne. Donc, on a Ibrahim Odia. Mais si on peut quand même synthétiser et compte tenu du temps pour permettre à tout le monde vraiment de pouvoir s'exprimer. D'accord. Oui, bonjour à tout le monde. Et déjà, je félicite mon professeur Kader par rapport à la présentation qui est très limpide. Je ne vais pas être long, je vais juste axer m'aider sur trois points. Peut-être le premier point, c'est sur la loi d'orientation agro-silvopastorale par rapport à l'article 4. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui il faut veiller à ce que l'article 44 du loi ne soit pas abrogé. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la loi est en phase d'être réactualisée. La loi d'orientation agro-silvopastorale. Au niveau aussi de l'application de la loi ou bien aussi des pratiques. Il y a des pratiques qui se font et qui doivent être intégrées quand même dans les décrets d'application qui vont venir. C'est par rapport au désherbage, ce qu'on appelle communément en Wolof Mbok. Parce que nous tous, par rapport à nos activités, c'est des choses qui reviennent chaque fois et ça pose problème. Même si à nos niveaux, on essaie de voir par rapport aux conventions, par rapport à la loi, mais ça a toujours été un problème, le désherbage. Parce qu'aujourd'hui, les éleveurs et même certains agriculteurs font du désherbage soit pour leur bétail, soit pour vendre. Et de temps en temps aussi, il y a d'autres qui viennent de contrées lointains pour venir faire des désherbages. Et ces désherbages-là, c'est pour aller le vendre ailleurs. Donc, je pense que sur ce point-là, j'aimerais qu'on puisse au moins nous éclairer. Pour le dernier point, c'est par rapport aussi de mise en défense. Je pense que par rapport à la présentation, sur le pastoralisme, les sites de mise en défense peuvent contribuer aussi à l'élevage. Et aujourd'hui, je pense que par rapport à tout ce qui se fait par les projets et les programmes sur les sites de mise en défense, je pense qu'il faut pouvoir aussi l'intégrer dans la présentation. Ok, merci à tout le monde. Mais merci Dia. Pape Mohamedou Lamine Ba. C'est ce qu'on peut dire. Oui, à tout. Allô? Oui, on vous écoute, Lamine. D'accord. Donc, merci de me donner la parole. Je félicite Kader comme les autres. Hein, c'est un brillant exposé qu'il a eu à nous faire. Donc, peut-être je vais ajouter, concernant, puisque moi, je suis dans la zone du bassin arachidier, dans le cadre d'un projet qu'on appelle Sensou, j'ai à constater quelques effets qui peuvent un peu encore alimenter son introduction. C'est que les populations ici se plaignent des actions de certains projets et programmes qui ont voulu revitaliser les mares. Donc, au fil du temps, finalement, ces mares n'ont plus cette couche perméable pour essayer de retenir l'eau. L'autre fait également, c'est qu'on a constaté ici l'introduction de la pastèque. Et ça fait, on va dire que ça oblige les personnes à faire une double culture, puisqu'on s'est rendu compte que la culture n'était pas très rentable. Les populations se sont dirigées vers cette double culture. Et au moment où ils font la pastèque, c'est ce moment-là où les transhumants arrivent. Donc il y a problème et les divagations se font à profusion. Maintenant, ça, c'était juste pour rajouter par rapport à l'introduction de Kader. Maintenant, en fait, j'ai plusieurs questions. Il y a le décret 80-268 du 10 mars 1980 qui stipule la mise en place de commissions pour la supervision ou de conservation des sols.
et qui a pour rôle un peu de sauvegarder les pâturages et qui sont pilotés un peu par l'administration. Maintenant, si je vois que on y associe maintenant les autorités coutumières et on sait que ces commissions-là n'ont jamais marché, est-ce qu'il n'y a pas une répétition de cette pratique-là qui va faire que de telle sorte que ces pâturages-là ne sont toujours pas conservés ou pas? Bon, c'est juste une question par rapport à ça. L'autre fait également, c'est une question par rapport au parrainage pour les animaux errants. Il y a un souci. Ici, c'est vrai, il y a une volonté du code pastoral de reprendre encore certaines pratiques qui sont faites. Parce qu'ici, les gens n'avaient pas l'habitude d'appliquer le décret sur la fourrière. Effectivement, quand un animal est perdu ou un animal, on ne connaît plus son propriétaire, le chef de village le confie à quelqu'un qui peut prendre soin de cet animal-là. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que dans le cas où on le confie à quelqu'un, il y a un cas de vol, il y a problème. Qui va rembourser le propriétaire? Parfois, même quand le propriétaire revient et il dit que c'est son animal, on l'impose des frais de nourriture, remboursement des frais de nourriture. Déjà, donc il y a problème. Donc, ça attire pas mal de problèmes également. Donc, c'est une question également. Maintenant, ma dernière question se porte sur l'intégration de certaines pratiques au niveau des POS. Maintenant, en fait, nous, on a eu un sous-préfet, le sous-préfet de Madahoul, Kader le connaît très bien, qui nous a posé pas mal de problèmes par rapport à certaines pratiques. En fait, son inquiétude, c'était que c'est des pratiques qui ne sont pas peut-être, entre guillemets, acceptées par la loi, mais comme on a l'habitude de les pratiquer, ça contribue à gérer certains conflits. Et lui, ce qui l'inquiétait, c'était de valider ces pratiques-là et que au fur et à mesure que les populations disent que finalement c'est ça la loi. Donc, par rapport à ça, j'aimerais bien également que Kader puisse me dire, est-ce qu'il y a vraiment possibilité que l'administration territoriale, par le biais également de ce code pastoral, qu'on puisse faire peut-être des activités de sensibilisation à leur endroit. D'autant plus que maintenant, ces pratiques, bonnes pratiques entre guillemets, sont reconnues un peu par le code pastoral. Merci beaucoup. Merci Lamine. Mohamedou Dia. Ok, bonjour, merci M. Karl. Donc, c'est juste une contribution et une question. Et merci, donc, je me joins aux autres. Hein. Merci Kader, avec lui, c'est toujours limpide, c'est instructif, avec une grande pédagogie. Donc, bon, comme les autres, hein, je salue les innovations du code pastoral. Bon, je pense qu'il répond à beaucoup de nos préoccupations, nous qui sommes sur le terrain au quotidien. Et ce qui m'a particulièrement charmé, qui m'a marqué, c'est par exemple le système de parrainage, avec le problème il y a une quasi-inexistence de fourrière au niveau des collectivités territoriales en zone rurale. C'est difficile à construire, c'est difficile à entretenir. Donc, ça permet au moins de régler un problème qui est là au quotidien. Et bon, je lance un appel aux collègues qui sont actuellement dans la mise en POS, comme les Mamouche, les Lamine, les Isaïmodia, les Salif, de commencer, bon, vraiment à essayer de voir sur le terrain, commencer à essayer de tester certaines dispositions intéressantes du code pastoral. Ça pourrait même aider à servir de test et voir quelles sont les limites. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Pour la question, je rejoins un peu d'Akino concernant l'opérationnalisation de la loi, c'est-à-dire les modalités de mise en œuvre du code pastoral. De façon générale, mais plus particulièrement concernant les pistes à bétail, étant donné que maintenant ils sont classés dans le domaine public, théoriquement par le code pastoral. Qu'en est-il aujourd'hui? Surtout par exemple pour les communes comme les communes du projet Tiers Sud, où les POS viennent récemment d'être bouclés et où il est fait référence au code pastoral dans les références juridiques. Qu'en est-il? Est-ce que c'est applicable tout de suite ou bien ça demande un travail complémentaire, etc., etc. Donc, sur le plan juridique, sur le plan opérationnalisation, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qui doit le faire et comment? Je vous remercie. Bon, juste une dernière contribution pour Ibrahim Aka et moi. Donc, concernant les thématiques, je pense que pour le foncier irrigué, il y a une importante production scientifique qui a été faite dans le cadre du COSEA. Il y avait un chantier qui s'appelait carrément foncier irrigué avec
6 sociétés d'aménagement et de gestion de l'irrigation de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a des choses intéressantes qui ont été produites. Donc, il faudra pouvoir essayer de valoriser ça. Et juste je vais taquiner Ibrahim Ka avant de plonger. Donc, assure-toi que tu vas plonger dans une mare. Merci, je vous remercie. Merci, Mohamedou. Maguette. Merci beaucoup, Atoumane. Donc, merci, Kader, pour cet exposé. On ne se lasse jamais de t'écouter parler et ça fait toujours plaisir de rencontrer les autres. Moi, j'avais deux questions. Déjà, une par rapport au pasteur. Donc, Kader a parlé d'indemnité en cas d'impact. Je me demandais, est-ce que les pasteurs locaux étaient concernés ou bien il y avait quand même une organisation qui prenait en compte aussi bien les pasteurs locaux que les transhumants, parce que les transhumants aussi seront impactés en cas d'occupation donc anarchique. L'autre chose, c'est qu'au niveau de la zone de Kaffrine, donc on a eu connaissance de comités d'accueil des transhumants, mais que ces comités étaient actuellement en veille. Et quand on pose la question à savoir pourquoi il y a cette responsabilité des accueillants donc qui accueillaient donc les transhumants et que finalement ces derniers faisaient une occupation permanente des zones de pâturage ou bien même des forêts communautaires, on en a vu. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues par le code par rapport à ces dérives? Merci beaucoup. Merci Maguette. C'est Ahmed Diallo. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci à l'expert foncier Kader Fantongom, effectivement, pour sa brillante présentation. Et mon professeur en problématique du monde rural à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est toujours de bons souvenirs. Alors, moi, je voudrais, si vous me le permettez, rebondir sur un certain nombre d'aspects. Monsieur Ngom a évoqué, effectivement, il y a des textes, les textes d'application sont en train d'être, donc, en tout cas, d'être préparés pour l'application ou bien l'applicabilité donc, de la loi portant sur le foncier pastoral. Alors, ma préoccupation à ce niveau est qu'en fait, au Sénégal, nous avons souvent de très bons textes. Ça, c'est un constat général. On peut effectivement invoquer la loi sur le domaine national. Même le décret de 80 sur les parcours de bétail n'était pas mauvais du tout parce que M. Ngom l'a dit. Mais nous avons un problème d'application des textes. Ça, il faut effectivement qu'on insiste sur ça. Alors, moi, j'aurais proposé effectivement des mesures, des actions urgentes, effectivement, pour l'applicabilité ou l'application de ce texte-là qui a effectivement, à mon sens, comme l'a dit M. Ngom, a d'énormes avantages donc, pour effectivement régler certains problèmes en matière donc, de gouvernance du foncier pastoral. Alors, la première mesure que j'aurais proposée, c'est la création d'un mécanisme de suivi-évaluation. C'est extrêmement important. Cela permettrait effectivement de mettre en place un système de suivi-évaluation pour surveiller régulièrement la mise en œuvre du code et identifier effectivement les défis rencontrés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à la formation des acteurs locaux. C'est extrêmement important parce que là également, il s'agira d'organiser des sessions de formation, des ateliers pour les fonctionnaires, les chefs traditionnels, les leaders communautaires et les organisations de la société civile sur les dispositions du code pastoral et les droits fonciers des communautés pastorales et agricoles. Ça également, c'est un point à prendre en considération. Le troisième point, c'est par rapport au renforcement des mécanismes de résolution des il va s'agir de développer et promouvoir des mécanismes efficaces de résolution des conflits fonciers en intégrant par exemple des approches participatives et inclusives impliquant toutes les parties prenantes. Et le dernier point, c'est par rapport à la sensibilisation et à la communication. Je pense que M. Ngom l'a un peu évoqué. C'est extrêmement important parce qu'il faut communiquer. On a une loi qui a des avantages, bien entendu, avec des points faibles, mais il s'agirait ici de mener des campagnes de sensibilisation à grande échelle pour informer effectivement les communautés pastorales et agricoles sur les droits fonciers et les dispositions du code pastoral, en utilisant par exemple divers moyens tels que de communication, y compris les médias traditionnels et en tout cas les technologies d'information et de la communication. Voici de façon brève ce que je voudrais partager avec vous concernant ce panel-là, effectivement, en insistant également sur un certain nombre de données que, par exemple, la Banque mondiale
à élaborer. Par exemple, au Sénégal, environ 110% des terres sont utilisées à des fins agricoles, avec une grande partie des terres appartenant à des communautés pastorales agricoles traditionnelles. Cependant, seulement environ 10% des terres agricoles sont officiellement enregistrées, ce qui rend les droits fonciers des communautés locales vulnérables. Ça également, je pense que ce sont des points à prendre à considération. Je vous remercie, je remercie les organisateurs pour en tout cas l'importance de cette activité, notamment Oumi Dondefay qui est là, a eu effectivement l'amabilité d'inviter les étudiants de master gouvernance foncière qui vont grandement bénéficier donc de ce grand panel-là. Je vous remercie. Merci Ahmed, qui se cache derrière le nom de Korogon. J'espère que ce n'est pas un CRF. Korogon. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Merci pour cette présentation. Et je suis entièrement satisfait dans la mesure où je m'aperçois que le code foncier pastoral du Sénégal a à peu près le même contenu que celui du Bénin. Je suis d'autant intéressé parce que je m'aperçois que nous commettons toujours la même erreur. C'est-à-dire quoi? Nous avons un code qui essaye de légitimer la légalité. Alors qu'on est vraiment dans l'urgence pastorale, cette urgence-là devrait faire en sorte que nous puissions relire le foncier pastoral en tenant compte, bien entendu, de ces multiples enjeux socio-culturels, économiques et écologiques. Il juge également que le droit foncier pastoral s'inscrit dans une dynamique de retour de co-viabilité socio-écologique en insérant ces mesures de régulation dans le foncier qui englobe le foncier pastoral, le foncier agricole, le foncier halieutique et le foncier cynégétique. Il juge enfin que les différents maillons du droit foncier reposent sur une régulation juridique co-construite à partir de la légalité étatique et de l'endogénéité juridique, c'est-à-dire sur des régulations juridiques provenant des pratiques locales, des coutumes et des habitus. Mais cela n'est possible que si nous abandonnons les complexes juridiques à l'endroit de l'héritage juridique colonial et nos préjugés à l'égard de l'endogénéité juridique. Voilà un peu ce que je veux dire rapidement. Et je trouve que l'applicabilité de tests sera toujours très, très difficile dans la mesure où nous imposons les mesures juridiques niveau vers le bas. On cherche à partir de notre légalité